Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, enfin rebonjour pour certains d'entre vous. Donc bienvenue dans ce débat sur la transition énergétique au regard de la situation géopolitique et des tensions que nous connaissons. Donc je vous présente mes 2 invités, nos 2 invités. Patrick Dupoux, qui est directeur associé senior à Boston Consulting Group, je le dis parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, BCG. Et Cécile Maisonneuve, senior fellow à l'Institut Montaigne, conseillère au Centre Énergie et Climat de l'IFRI et fondatrice d'une société de conseil. Alors, on a discuté avant de vous retrouver et on a regardé un peu les questions qui étaient présentées. On va en rajouter une, enfin plus exactement une précision. L'un et l'autre parlent de trilemme énergétique. Ce trilemme énergétique prend en compte le prix raisonnable, accessible de l'énergie, la sécurité de l'énergie et enfin la question de la transition. Dans tout ça, je vais demander à nos 2 intervenants de bien vouloir expliquer de quoi il s'agit.
Bonjour à tous. Donc, le cadre d'analyse pour les décideurs sur la crise énergétique actuelle, c'est comment on combine trois difficultés, trois challenges. La première, comme vous le disiez, c'est l'accès à l'énergie à un prix raisonnable pour les consommateurs, pour les populations. Et donc on voit bien aujourd'hui que l'augmentation du prix de l'énergie, ça génère une certaine instabilité sociale, un mécontentement social. Le prix de l'essence, voilà, le prix de l'ensemble des énergies en France, en Europe, dans le monde. Donc ça, c'est la première priorité des décideurs, c'est comment on s'assure de permettre à la population et aux entreprises d'avoir accès à l'énergie à un prix abordable. Deuxième élément d'analyse, ou deuxième challenge, c'est la sécurité stratégique de l'approvisionnement en énergie. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des pays, l'Allemagne par exemple, qui a annoncé ces dernières semaines qu'ils allaient probablement devoir arrêter des usines, voire des secteurs entiers de leur industrie cet hiver. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment prévu la sécurité énergétique et en dépendant essentiellement des importations de gaz russe, ils risquent de se retrouver dans une situation extrêmement grave. Donc comment on sécurise l'accès à l'énergie dans le long terme et notamment en temps de crise. Et le troisième, c'est évidemment le climat. Comment on opère la transition énergétique pour répondre aux impératifs climat et donc comment on évolue vers une société où on consomme moins, on émet moins de gaz à effet de serre. Bon, et la difficulté, c'est que ces trois challenges, ces trois priorités sont parfois contradictoires. C'est-à-dire qu'on aimerait bien tous arrêter les énergies fossiles et passer complètement aux énergies renouvelables, mais à très court terme, ça coûterait beaucoup plus cher et ce ne serait pas acceptable par les populations. Donc c'est évoluer dans ce qu'on appelle le trilemme de l'énergie, le dilemme à trois bandes, c'est aujourd'hui la difficulté pour les décideurs, pour les pays, et on retrouvera en fait ce cadre d'analyse un peu dans toute notre discussion de l'heure qui vient. Merci. Cécile, vous voulez rajouter quelque chose ? À partir de cette grille d'analyse, si on regarde, puisqu'on va parler de géopolitique, on va regarder les trois grands blocs. On regarde les États-Unis, l'Europe, et puis on va regarder la Chine, finalement, les trois principales masses géopolitiques en jeu. Donc on va commencer par les États-Unis. Les États-Unis, la question de la sécurité d'approvisionnement et du coût de l'énergie a toujours été une priorité, sans doute plus que les aspects climatiques, même si la machine énergétique américaine a beaucoup gagné en efficacité. Et finalement, aujourd'hui, pour eux, la question de la sécurité d'approvisionnement est un non-sujet grâce à la révolution des pétroles et gaz de schiste qui survient au début des années 2010. Donc la situation dans laquelle on est, nous, en Europe aujourd'hui, n'est pas du tout l'état d'esprit d'un Américain, puisque aujourd'hui, finalement, ceux qu'on appelle en Europe à la rescousse pour nous livrer du gaz naturel liquéfié, ce fameux GNL, c'est notamment les Américains et donc les investissements là, qui reprennent de plus belle sur le sujet. Si je regarde l'autre bloc, à l'autre extrémité, la Chine, la Chine, de longue date, a une obsession de sécurité d'approvisionnement de l'ensemble de ses matières premières, pas que l'énergie, c'est l'alimentaire. Quand vous regardez la présence, par exemple, des Chinois en Nouvelle-Zélande, c'est le lait, les produits laitiers. Et donc, c'est leur manière de construire l'ensemble de leur stratégie depuis une trentaine d'années. Xi Jinping avait dit « le Moyen-Orient a son pétrole, nous avons les terres rares ». Donc, ils ont sécurisé 96% de la production et du raffinage des terres rares dans le monde. Et puis, il y a l'Union européenne, qui était la seule à afficher, c'est écrit dans tous ces textes, c'est écrit dans la politique commune de l'énergie telle qu'elle ressort du traité de Lisbonne, ce fameux trilemme. Et pardonnez-moi, plantage total. Ce qu'on est en train de vivre en Europe aujourd'hui, c'est un échec total de la politique européenne de l'énergie, il faut se le dire comme ça, sécurité d'approvisionnement en danger. Les coûts de l'énergie, n'en parlons pas. On est dans une situation jamais vue, où c'est l'ensemble des énergies qui sont concernées. Sur la décarbonation, on a sans doute fait beaucoup mieux, évidemment, que les Chinois ou les Américains. Mais vous avez tous entendu ce qui est en train de se passer. Là, charbon à gogo, ça revient, on prend ce qu'on a sous les pieds, tout simplement.
Donc moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est que quand on s'est positionné en tant qu'Europe comme le leader de la transition environnementale et que dans le même temps, on démontre au monde que ça aboutit à cette situation en matière énergétique, est-ce qu'on fait pas, on n'installe pas dans l'idée d'un certain nombre de pays hors des frontières européennes l'idée que finalement c'est extrêmement dangereux d'être volontariste en matière de transition environnementale. Donc pour moi, c'est dans cette situation qu'on est aujourd'hui. Alors dans ce cadre, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que le plan Repower EU présenté par la Commission européenne ? Repower EU, c'est la réaction de la Commission européenne pour sortir de la dépendance à l'ensemble des énergies fossiles russes. L'idée, c'était de réduire la dépendance, notamment au gaz russe, des 2/3, de supprimer la dépendance au charbon. Et donc, c'est un plan qui repose à la fois sur diversification des fournisseurs, diversification des sources d'énergie, donc avec une accélération des investissements dans les énergies renouvelables. C'est un plan qui repose également sur une volonté d'aller voir d'autres acteurs, puisqu'on voit, je parlais des États-Unis, mais il y a aussi le Qatar. Ce que ça dit derrière aussi, je pense qu'il faut être conscient que la situation dans laquelle on est en Europe, c'est pas seulement de la faute de Vladimir Poutine. C'est quand même des erreurs de politique énergétique qui viennent de nous. D'avoir oublié qu'il y avait des sources d'énergie pilotables et des non pilotables et d'avoir fermé à tout crin beaucoup de nucléaire pour les Allemands, d'avoir fermé aussi beaucoup de charbon peut-être trop tôt dans certains endroits. Voilà, donc il y a beaucoup d'erreurs qui viennent à la fois des décisions qu'on a prises, qui viennent aussi du schéma institutionnel. C'était pas forcément très clair qui était en charge. La Commission est censée être en charge de la sécurité d'approvisionnement, mais elle ne regardait que Nord Stream. Quand on parlait des pipes qui allaient vers le sud de l'Europe, il ne fallait pas en parler. Aujourd'hui, on redécouvre qu'il y a une Europe centrale et orientale, qu'il y a une Europe des Balkans, et que ce serait peut-être bien d'aller voir du côté de l'Azerbaïdjan, du côté de la Méditerranée. Voilà. Bon, après, je pense que la principale erreur politique énergétique en Europe, elle est en Allemagne. On peut parler longtemps de ce qui s'est passé en Allemagne. J'avais consacré un article qui est paru dans le livre de Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois sur l'Europe, l'histoire de l'Europe de l'électricité. Il y a aussi eu, je pense, des relations douteuses entre une partie des politiques et des industriels allemands et russes. Et voilà. Oui, on le voit toujours. On le voit aujourd'hui clairement. Donc je pense que la crise est un révélateur de nos erreurs, mais il y a un certain nombre d'erreurs et de nos faiblesses. Nous les avons commises, nous sommes enfermés nous-mêmes dans ce qui apparaît aujourd'hui comme une impasse. Est-ce que c'est justement... Pardon. Oui, peut-être. Je pense qu'en fait, ce que la crise a révélé, c'est que l'Europe a eu un déficit très fort de planification un peu stratégique, long terme. De géopolitique. Et de géopolitique. Autour de ces trois priorités, en oubliant complètement l'élément de sécurité, en fait, donc en ne faisant pas d'exercice de scénario, tout simplement, de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si la Russie, de la même façon qu'on n'avait pas fait, on ne s'est pas posé la question sur la sécurité de l'approvisionnement en semi-conducteurs ou d'autres produits, où on s'est pas posé la question, mais si la Chine se ferme, on n'avait pas anticipé le Covid, qu'est-ce qui se passe pour notre industrie? Et donc on ne s'est pas posé cette question suffisamment. Qu'est-ce qui se passe si on a un problème avec la Russie? Qu'est-ce qui se passe si on a un problème avec le nucléaire ou d'autres? En tout cas, on n'a pas du tout imaginé des scénarios à long terme, et on se retrouve aujourd'hui dans des situations complètement très inquiétantes, puisqu'on a un doublement du prix de l'énergie, donc on voit bien la pression sociale, et on a un vrai sujet sur cet hiver, en fait, puisque l'actualité, là, je trouvais ça intéressant dans le JDD ce matin, je ne sais pas si vous avez acheté le journal du dimanche, il y a donc les PDG de Total, EDF et Engie qui ont officiellement appelé l'ensemble des Français à consommer moins dès cet été. C'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire, vous avez quand même les trois principaux fournisseurs d'énergie de la France qui solennellement disent si on ne maîtrise pas la consommation cet été, on risque d'avoir du mal cet hiver. Ça, c'est en France. Alors en Allemagne, ils savent déjà que l'hiver, ils passeront pas l'hiver. C'est-à-dire qu'ils vont devoir fermer des usines. Donc c'est quand même, on se retrouve dans des situations vraiment inquiétantes à court terme, par manque de planification, par manque aussi
capacité à créer une décision commune, une vision commune, où chacun a répondu un peu ses objectifs court terme. Et sur ce sujet-là, il est vrai que les 15 dernières années, l'Allemagne a fait, on peut le dire, n'importe quoi. C'est-à-dire cavalier seul et toutes les mauvaises décisions. Et donc c'est sûr que l'histoire jugera peut-être différemment finalement les dirigeants allemands de ces 15 dernières années, parce que là-dessus, je ne vois pas comment ils auraient pu faire plus mal. En fait, ils ont pris que des mauvaises décisions. Quoi, par exemple? Pardon. Oui, sur l'Allemagne. On peut aussi, pourra sans problème parler de la situation en France, parce que c'est quand même regrettable qu'on ne soit pas en mesure de donner un contre-exemple, alors qu'on avait tout pour. Bref. Mais sur l'Allemagne, c'est une série de décisions. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des traditions de consensus politique et de grandes coalitions, mais pour le coup, ils étaient tous d'accord pour faire n'importe quoi. Il faut quand même dire les choses. Hein. Donc il faut aussi garder ça en mémoire. Et le fait est, il y a un moment où Angela Merkel a dit faut qu'on retarde la sortie du nucléaire. Parce qu'elle avait bien compris que ça empêchait de sortir du charbon. Et d'ailleurs, en 2014, le secrétaire d'État allemand à l'énergie vient intervenir au colloque du syndicat des énergies renouvelables à Paris. Je l'entends encore dire, nous avions le choix entre sortir du nucléaire et sortir du charbon. Nous avons fait le choix de sortir du nucléaire. Il l'a dit texto. À l'époque, ça n'a pas été relevé, mais c'est ce qu'il a dit. Et Merkel, c'est en 2009 qu'elle comprend que ça va être compliqué de faire les deux. Et là, elle lance ce qui s'est appelé l'Energie Concept, qui visait à revenir sur... Parce que c'est Schröder, hein, quand même, l'idée de sortie. C'est pas Merkel, on lui tape beaucoup dessus, mais c'est Schröder aussi. Et elle lance cette idée-là. Et au même moment, ça aussi, on l'a oublié, parce qu'il faut quand même revenir à l'histoire des liens entre l'Allemagne et la Russie. Au même moment, les Allemands sortent de ce qui était à l'époque Areva. Et Siemens passe un accord avec Rosatom, quand même. Oui. Et l'idée, c'était de développer du nucléaire germano-russe. Dans le genre mauvaise décision, vous voyez que ça pouvait être encore pire qu'aujourd'hui. Et en fait, elle revient sur cette idée avec Fukushima. Il casse le partenariat avec Rosatom et elle revient au plan antérieur de sortie du nucléaire pour des raisons aussi de politique intérieure, parce qu'elle a des élections dans un land quelques mois plus tard et qu'elle comprend qu'elle aura besoin des Verts, donc accord électoral. Donc ça, c'est le genre d'erreur qui a été faite. Mais par rapport à ce que Patrick disait de manière très très juste sur le défaut d'anticipation, il faut faire attention parce qu'on continue. Moi, quand je vois que le Parlement européen vote la fin de la vente des véhicules thermiques en 2035, sans qu'on ait le début de l'ombre d'une stratégie de sécurisation des approvisionnements, de tout ce qu'implique la chaîne de valeur des véhicules électriques, moi, ça me rend très très inquiète. Il n'y a que Thierry Breton à Bruxelles qui dit qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et au même moment, pire que ça, la Commission est en train de travailler sur un texte, elle est en train de le faire là, disant que le lithium est une matière toxique. Oui, on fait quoi ? Alors là, j'avoue que on est encore pétri de ces contradictions parce qu'à Bruxelles, il n'y a aucune vision géopolitique. Aucune. L'Europe ne se vit pas comme un animal géopolitique. Mais de toute façon, c'est lié à ça. C'est le drame total, puisqu'on est en crise géopolitique majeure, avec éventuellement d'autres choses qui vont surgir derrière, et qu'il n'y a toujours pas de réflexion militaire, géopolitique, etc. pour l'Europe, qui se pense donc comme une espèce de Suisse un peu à l'écart de tout. Bon, alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la gouvernance européenne, donc je ne me permettrai pas de juger de manière holistique. Simplement, on parlait effectivement du sujet énergétique, où je pense qu'on a quand même bien merdé, on peut le dire. Alors, moi, ma conviction, c'est que le Covid, puis la crise ukrainienne, va remettre au goût du jour la réflexion stratégique de long terme, l'exercice de scénario dont un des experts mondiaux est dans cette salle, François Candelon, qui est là. Et en fait, cet exercice devient indispensable, parce qu'avant, on ne raisonnait que sur des crises marginales. En fait, on s'aperçoit avec le Covid et la crise ukrainienne que ce qu'on appelle les Black Swans, donc qui est le phénomène peu probable, mais à très fort impact, en fait, est en train de complètement structurer la manière dont notre monde évolue. Et donc, on ne peut plus simplement se dire, bon, de toute façon, moi, je raisonne par rapport à plus ou moins 10%, par rapport à, je sais pas, toutes les données d'entrée qui décrivent le monde actuel. Ben non, on peut se retrouver avec le monde qui s'arrête pendant 3 mois,
la situation Covid, et là on se rend compte qu'en fait on ne produit pas de semi-conducteurs en Europe, ou qu'on ne produit pas de masques, et que dans une situation de crise extrême, c'est pas comme si on se repartageait les ressources, c'est qu'en fait ceux qui produisent en ont et ceux qui ne produisent pas en ont pas. Donc on n'est pas du tout, en fait, on ne s'est pas du tout organisé pour des phénomènes extrêmes, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les productions mondiales. Et donc ma conviction, c'est qu'on va être maintenant obligé de remettre au goût du jour la réflexion long terme, la stratégie, l'indépendance. Dans ce trilemme, l'indépendance est aussi très importante. L'exercice de scénarios de situations extrêmes, et puis aussi la planification, le terme de planification qui est revenu d'ailleurs dans le discours récent du président, avec l'idée d'avoir une planification énergétique et environnementale rattachée au Premier ministre. Bah oui, la planification, ça devient important en fait, parce que c'est le seul outil qui permet de fixer un horizon long terme et d'éviter finalement d'être piloté par la tactique court terme dont on voit bien les limites aujourd'hui. Est-ce que vous parlez du fait que la France avait tous les atouts pour faire face à cette crise, et qu'en fait on est passé à côté? À quel point de vue? C'est qu'en fait, alors nous, on a été un peu les Monsieur Jourdain du climat, parce que le fait est qu'on a fait la décarbonation de la production de notre système électrique à partir de la décision prise dans les années 70 sur le programme électronucléaire, pas du tout pour des raisons climatiques, mais à l'époque pour des raisons de sécurité d'approvisionnement et d'indépendance. Le programme électronucléaire français, alors il est déclenché au moment évidemment du choc pétrolier et des guerres entre Israël et les pays arabes, mais sa vraie origine, parce que c'est dès les années 60, c'est la guerre d'Algérie et l'idée qu'on ne veut plus dépendre du pétrole qui vient du sud de la Méditerranée. Donc c'est vraiment des motivations d'indépendance. Mais ce qui est intéressant de voir, et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord pour dire que la situation géopolitique actuelle, à l'époque, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, on se lance dans un truc totalement gigantesque. Il faut se rendre compte, quoi. On a en très peu d'années décarboné le système électrique français, et bingo, sécurité d'approvisionnement, contrat rempli, décarbonation, contrat rempli, et faible coût, puisque le nucléaire historique est un faible coût, contrat rempli. Donc, mais on ne l'a pas fait du tout pour les raisons climatiques. Donc c'est pour dire que c'est possible, et c'est pour dire aussi, parce que le but n'est pas seulement de constater que tout va mal, c'est effectivement de voir dans la situation actuelle quels sont les germes sur lesquels on va reconstruire un système viable et durable. Eh bien, c'est qu'on voit que la géopolitique et les tensions géopolitiques favorisent en fait, et moi c'est ma conviction, vont faire bien plus pour la transition climatique que toutes les COP réunies. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec cette espèce à la fois comment dire, on est stupéfait par toutes ces crises qui se succèdent, mais en même temps de prise de conscience très 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 accélérée, et bien ça va remobiliser un certain nombre de politiques, parce que le sujet de la sécurité d'approvisionnement, c'est leur boulot quand même. Ils l'avaient confié entièrement aux entreprises depuis la fin de la guerre froide, c'est quand même ce qui s'est passé. Et c'est pas un hasard que ce soit 3 chefs d'entreprise aujourd'hui qui disent les économies d'énergie, il faut en faire. Dans les années 70, c'était l'État qui disait ça. Donc coucou aux politiques, ça remobilise les entreprises parce qu'elles sont forcées de regarder leur chaîne de valeur, d'où vient quoi, où se fabrique quoi, comment je vais faire pour ma batterie. Et de ce point-là, c'est très positif. Moi, j'ai eu la chance et l'honneur de travailler au Centre Énergie Climat de l'IFRI avec Jacques Le Saume, qui était un prospectiviste. Et Jacques disait, le temps, c'est la toile dont je suis à la fois l'araignée et la mouche. Bon, nous, on s'est jusqu'alors comportés plutôt comme des mouches. Là, maintenant, il va falloir être l'araignée et tisser nous-mêmes la toile. Alors, je dis pas quelle mouche on va attraper. Mais alors, pour revenir à votre question, là où on a gâché notre acquis, c'est qu'on n'a pas anticipé. On n'a pas anticipé le fait que, oui, le programme, si, on a anticipé qu'il allait vieillir, les réacteurs français, mais on n'a pas assez anticipé et mis en œuvre assez tôt le programme de remise à niveau, le fameux grand carénage. Bon, il est en cours. On n'a pas anticipé le fait qu'il y avait des phénomènes comme les phénomènes de corrosion là, qu'il pouvait y avoir encore. On n'a pas étudié le système avec les marges, en regardant les marges de risque suffisamment.
Après, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir sur les marges de sûreté et qu'il faut absolument lancer aujourd'hui en France. Et puis, on a retardé la décision de qu'est-ce qu'on fait, on prolonge la vie, on en construit d'autres. Voilà, on a vraiment tergiversé pour des raisons entièrement politiques, il faut quand même le dire, hein, et on a perdu notre acquis. Alors que là, aujourd'hui, la France pourrait être en mesure d'aider ses voisins européens quand même, hein, parce qu'on exporte pas mal d'électricité, mais parce qu'il faut savoir que la baisse de gaz en Allemagne l'hiver prochain, c'est pas seulement l'industrie allemande qui va fermer, c'est qu'ils produisaient une partie de leur électricité à partir de gaz, et que quand nous, on va être un peu short, on ne pourra pas en importer de chez eux. Donc c'est pour ça que l'hiver prochain ne va pas bien se passer nulle part, au moins sur la plaque électrique ouest européenne, voire dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc acheter des pulls chauds pour cet hiver, c'est notre recommandation. Court terme. Mais quand on préparait tout à l'heure l'intervention, il y a quelque chose que disait Cécile que je trouvais très intéressant. C'était qu'effectivement, dans une période de crise, comme celle qui s'ouvre, et voire même de conflit, et ben en fait, ce sont des périodes où on innove beaucoup. Et en fait, la crise Covid, dans un premier temps, on dit souvent que les entreprises se sont digitalisées, non pas sous l'impulsion d'entreprises comme la nôtre ou d'autres, mais finalement grâce au Covid. Bon, la transition climatique, finalement, il n'est pas impossible que, même si à court terme c'est une catastrophe parce qu'on reproduit, on utilise plus de charbon à très court terme parce qu'on n'a pas le choix, hein, et donc à court terme c'est pas une bonne nouvelle. Mais à moyen et long terme, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'en fait, c'est potentiellement une bonne nouvelle. Parce que ça va nous forcer à l'indépendance énergétique, aux énergies renouvelables, à la transition accélérée et de manière générale à l'innovation et aux décisions en rupture. Et je trouvais ça intéressant comme message d'optimisme, finalement. Ce que vous disiez, c'est que on va même le conflit entre la Chine et les États-Unis, qui en fait structure l'ensemble des relations internationales pour les 30 prochaines années. Toutes les relations internationales vont être essentiellement dominées par ce conflit pour le leadership mondial entre les États-Unis et la Chine. Et ben ça va être un vecteur finalement de réflexion, d'innovation, de décision en rupture dont on a probablement besoin pour réussir la transition climatique. Et ça me rappelle cette phrase pour les amateurs de Orson Welles du Troisième Homme, quand le héros Harry Lime dit finalement la Suisse c'est l'Italie de la Renaissance c'est des conflits meurtriers, et finalement ça a donné Léonard de Vinci et la Renaissance italienne et le plus grand moment artistique mondial, et finalement 15 siècles de prospérité en Suisse n'ont produit que le coucou clock. Peut-être que finalement on va se retrouver avec 60 ans de paix qui font qu'on a un peu arrêté de réfléchir, et que là on va se remettre à innover parce qu'on va être forcé par les conflits. Mais est-ce que, si je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que vous ne redoutez pas que, contrairement à ce que vous dites, et pour être pessimiste, c'est qu'au contraire la transition soit complètement bloquée, par des dépenses militaires, stratégiques, qui seront de l'argent qui sera pris sur la transition énergétique pour passer dans les armements, puisque vous avez vu que toutes les armées ont réalisé avec ce qui se passe en Ukraine qu'on n'était pas tout équipé comme il le fallait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on considère que la transition énergétique doit se faire une espèce d'harmonie entre les nations, et que là, tout le monde se tire dans les pattes. Et donc, ça aussi va être un frein total à la transition écologique. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, moi, il se trouve que j'ai commencé ma carrière sur les sujets défense et que j'ai fait j'ai rédigé mes mémoires de master sur le désarmement et le rôle de la France dans les négociations de désarmement pendant la guerre froide. En réalité, vous regardez déjà un certain nombre d'innovations, ce qu'on appelle les technologies duales. Il y a un certain nombre d'innovations qui viennent du militaire et qui, derrière, sont totalement courantes dans la vie civile. Aujourd'hui, d'où vient l'industrie des panneaux solaires ? L'industrie des panneaux solaires vient de la concurrence spatiale entre les Russes et les Américains pendant la guerre froide. Et c'est ça qui a donné derrière l'industrie des panneaux solaires. Internet, ça vient de la guerre froide. Donc, vous pouvez multiplier les exemples de technologies qui ont des origines militaires. Donc, de ce point de vue-là, les militaires, c'est pas qu'investir dans des équipements, c'est beaucoup de recherche aussi, et c'est une augmentation généralement des budgets de R&D et qui sont bien préservés, croyez-moi. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'histoire nous dit ça. Ce que nous dit l'histoire aussi sur
sur cette période de la guerre froide, c'est que même pendant la guerre froide, on a su considérer qu'il y avait des sujets qui relevaient du bien commun de l'humanité. Comme on parle de climat, on parle d'un sujet qui relève du bien commun de l'humanité. À l'époque, on a su faire un traité sur l'Antarctique. On a su interdire les essais parce que c'est dans l'espace extra-atmosphérique. On a su préserver il y avait des zones nuclear free zones, enfin des zones où on ne développerait pas l'arme atomique. Donc on a su négocier, on a même négocié un traité de non-prolifération quand même. Il est signé en 68, mais ça veut dire que les négociations ont lieu au plus fort de la guerre froide dans les années 60. Donc on a quand même su se mettre autour d'une table pour discuter et négocier des traités en dur. Et c'est là que je viens. Qu'est-ce qu'on fait depuis la fin des années 90 ? On fait de l'équivalent de l'arm control dans le désarmement, c'est-à-dire qu'on discute, on dit bon ok, toi tu vas prendre tel engagement climatique, ouais d'accord, puis moi je m'engage à ça. C'est pas du dur, on voit bien aujourd'hui que ça va pas assez vite. Là, ça va être du hard, du droit international, du contraignant, parce qu'il y aura ce qu'il y a dans les bons traités de désarmement, comme dans le traité de non-prolifération, de la vérification. Tu as fait ça ? Je vais aller voir. Moi, je crois vraiment que ça va se structurer comme ça. Et ça va se structurer comme ça aussi, parce que dans la rivalité sino-américaine, vous regardez la Chine. La Chine, qu'est-ce qu'elle veut être ? Elle sera jamais une grande puissance du gaz ou du pétrole, comme le sont les États-Unis. Mais elle sera une grande puissance de l'électricité, c'est son objectif depuis 20 ans. Elle est très très bonne dans la question des transmissions d'électricité. C'est pour ça qu'ils veulent être des leaders dans le nucléaire, dans le renouvelable, dans le véhicule électrique, tout ce qui est lié à l'électrification. Or, la transition, c'est l'électrification des usages. Donc, il faut en avoir conscience. Et le fait que la Chine veuille atteindre ses objectifs va forcer nos amis américains à quitter le monde du fossile pour se dire, bon, ok, si je veux être à la page, il va falloir que je sois aussi très bon sur l'électrification. Si vous regardez les réseaux de transmission et de distribution aux États-Unis, il y a du boulot. Hein. Oui, dans certains États, c'est du niveau de pays du tiers-monde quand même. Totalement, oui, c'est vrai. Alors on va peut-être commencer. J'ai quelques questions des étudiants. On va commencer avec ces questions et après on vous passera la parole dans la salle. Alors je vais résumer. Comment orienter cette nouvelle donne géopolitique vers une sobriété globale ? Vous avez 5 minutes. J'ai essayé d'être sobre en temps aussi. Alors la sobriété. Alors d'abord, la sobriété, c'est quoi ? Parce qu'il y a deux concepts qui sont un peu différents, qui est l'efficacité. L'efficacité, c'est je ne change pas mes usages, mais je consomme moins. Parce que grâce au progrès technologique, grâce à des investissements, finalement, mon appartement est toujours à 22 degrés, mais il consomme moins parce que j'ai calfeutré les fenêtres. Donc ça n'impacte pas la vie quotidienne, c'est juste des investissements. Il faut envoyer les bons signaux prix, les bonnes politiques pour aller vers l'efficacité. Et puis la deuxième qui est la sobriété. La sobriété, c'est-à-dire qu'on accepte quelque part d'impacter un peu nos modes de vie. Donc pour effectivement consommer moins et faire des gestes, les fameux gestes climat. Bon. Alors on peut penser effectivement que la crise actuelle va nous amener, et de toute façon l'appel de ce matin en est la preuve. On peut se souvenir aussi que l'agence d'efficacité de l'ADEME, dont d'ailleurs la troisième panéliste Valérie Quignot-Ramu était... Notre troisième intervenante est excusée pour cause de Covid. Donc voilà, mais effectivement, elle s'occupe de l'ADEME qui a été créée après la crise de 73, premier choc pétrolier, qui est une crise géopolitique et qui nous a aussi poussé à toutes les fameuses publicités qu'on voyait sur la chasse au gaspillage. Et donc on peut imaginer qu'on va relancer à la fois par l'urgence court terme, aussi par des signaux prix qui sont des signaux positifs, parce que quand c'est plus cher, on a intérêt à faire des économies, et puis par la conscience environnementale, qu'on va effectivement faire des efforts de sobriété. Bon. La question, c'est jusqu'où on peut aller sur la sobriété. Et l'ADEME, justement, a fait 4 scénarios 2050 pour la France, qui permettent d'arriver à l'objectif de net zéro. Et en fait, ces 4 scénarios, ils évoluent sur deux grandes dimensions. C'est à quel point on sera capable d'accepter, voire d'imposer la sobriété auprès des populations, parce qu'il y a une acceptabilité sociale qui est en question, et on ne sait pas si on arrivera à faire moins 20 ou moins 80%. Est-ce qu'on est prêts tous à voyager 20% de moins, ou est-ce qu'on est prêt à carrément arrêter de voyager ?
dans les scénarios, le premier scénario d'hyper-sobriété et de sobriété imposée, par exemple, on partage les buanderies. C'est-à-dire comme on le faisait avant, c'est-à-dire qu'on partage les machines à laver le linge entre différents appartements. Bon, est-ce que ça, on va l'accepter? Je ne sais pas. Enfin, donc il y a toute une... Cécile, ça existe en Suisse et ça marche. Oui. Mais bon, c'est pas facile de le réimposer. Donc il y a un scénario où on fait... localise le dégât des eaux. Absolument. Donc on fait énormément d'efforts de sobriété, et puis il y a des scénarios où on s'en sort par la technologie. Et donc le scénario 4, c'est, en fait, on ne fait aucun effort, mais la technologie, le pari technologique, que ce soit la séquestration, la capture du carbone, enfin tous ces paris technologiques qui pourraient permettre de résoudre en grande partie l'équation, sont gagnés, et sont gagnés à temps, et finalement on s'en sort par la technologie. Et la réalité, c'est que la solution, elle sera probablement... Elle nécessitera des efforts des deux côtés. On ne pourra pas s'en sortir que par la sobriété, on ne pourra pas s'en sortir que par la technologie. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans un contexte favorable à des efforts de sobriété, acceptés et probablement un peu plus imposés. Mais moi, ma perception, ma conviction, c'est qu'en matière de transition climatique, on ne s'en sortira qu'en faisant du, désolé, c'est pas à la mode, mais du en même temps. C'est-à-dire qu'on sera obligé de faire de la sobriété, des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie, de la séquestration du carbone. Voilà, on devra tout faire. S'il n'y a aucun levier pris séparément, il n'y a pas de solution miracle. C'est dommage, mais il n'y a pas de solution miracle. Et donc, il va falloir pousser tous les leviers en même temps et surtout éviter l'erreur classique. En plus, pour ça, en France, on est les champions du monde, qui est d'opposer ces différents leviers, et qu'on a le camp de la sobriété, le camp du nucléaire, le camp de l'hydrogène vert. Non, il va falloir que tous ces camps acceptent qu'on a besoin de tous ces leviers pour s'en sortir. Juste une chose, puisque vous étudiez ça tous les deux et que vous avez l'habitude à l'étranger, est-ce que le terme sobriété, enfin, est-ce que la notion de sobriété est la même partout? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si nous on se sert la vis ici, est-ce que ça veut dire la même chose en Allemagne, aux États-Unis, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou je ne sais où? Les origines du terme, déjà c'est allemand. Le terme est forgé dans les années 80 à l'Öko-Institut. Donc ça vient clairement du mouvement écologiste allemand. Moi, a priori, je me méfierais de concept énergétique qui vient d'Allemagne, vu le succès phénoménal de la politique énergétique allemande. Moi, ce qui m'a interpellée dans la question, c'est sobriété globale. Oui, c'est ça. Alors moi, pour être très clair, je n'irai jamais parler à un Africain de sobriété. Enfin, c'est quand même un concept extrêmement eurocentré, il faut en être conscient. J'ai aucun problème pour aller en parler à un Américain, et même lui donner un petit peu d'éducation là-dessus. Mais je trouverais même, pour dire les mots, totalement indécent d'aller parler de sobriété en Afrique. 600 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'électricité, 900 millions qui n'ont pas d'accès à des moyens propres de cuisiner, avec toutes les conséquences que ça entraîne sur la santé. Donc ça, attention, et moi je voyage aussi pas mal régulièrement en Amérique latine, un pays comme la Colombie, la faim revient. Donc la faim, la vraie faim, c'est juste pas audible en fait. Donc je pense qu'il faut faire attention quand on parle d'un sujet mondial et ne jamais mélanger les échelles d'action. L'échelle d'action, enfin, nous, pour suivre notre trajectoire, à nous, très bien, discutons de tous les moyens. Mais on parle quand même d'un objectif qui doit être réalisé au niveau mondial, et à cet égard, ça n'est pas un concept pertinent pour des milliards d'individus. De toute façon, enfin, grosso modo, tout ça ne concerne que les États-Unis, l'Europe, la Chine et le Japon. Enfin, en fait, c'est eux qui sont le oui, essentiellement, ça concerne un peu tout le monde. Mais même à l'intérieur d'un pays, en Europe, il y a 20% de la population, 15 à 20%, qui est dans une situation de ce qu'on appelle energy poverty. Donc ils n'ont pas suffisamment de quoi se chauffer l'hiver. Bon, donc même en Europe, et ça c'est le danger, c'est de généraliser un discours qui est vrai en Europe pour 80% de la population. C'est vrai. Enfin, on peut tous faire des efforts assez significatifs et c'est absolument indispensable. Mais c'est dangereux de le parler de manière uniforme, de ne pas voir qu'il y a des situations particulières, que quand on parlait de sobriété énergétique à quelqu'un qui n'arrive pas à chauffer son appartement pour sa famille, ça peut effectivement être vécu assez mal, et que par ailleurs il y a des inégalités géographiques très importantes. Mais même en Afrique, vous aviez la moitié, donc l'Afrique c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre
au niveau mondial. C'est 2% de l'accumulation depuis l'époque industrielle. Et sur ces 4%, alors que l'Afrique c'est 20% de la population mondiale, en fait la moitié vient de l'Afrique du Sud qui a un mix hyper carboné, parce que c'est un héritage de l'apartheid, donc ils n'avaient pas de pétrole, il y avait l'embargo sur le pétrole, donc ils ont mis en place un système énergétique qui est 100% à base du charbon. Et donc si vous enlevez l'Afrique du Sud, où là il y a un besoin de transition énergétique, et d'ailleurs le pays a eu une politique récemment très volontariste en présentant un objectif net zéro à Glasgow, à la COP26, mais mis à part l'Afrique du Sud, à 95%, le sujet climat en Afrique, c'est pas un sujet d'efficacité énergétique. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'accès à l'énergie et c'est l'agriculture et l'adaptation au changement climatique. C'est ça le sujet de l'énergie en Afrique. Donc effectivement, parler de sobriété, c'est à côté de la plaque en fait, dans certaines régions. Oui, comme une partie de l'Asie. Enfin, il y a beaucoup de pays qui sont beaucoup moins concernés que nous. Alors je vois qu'on est à peu près à 3/4 d'heure, donc on va commencer à se tourner vers la salle. Si vous avez des questions à poser, alors le principe est toujours le même, c'est on lève la main et on prend un micro. Si vous avez un micro. Ah oui, pardon, oui, parce que je suis désolé. Alors, tiens, prenez vos questions. Tu veux le poser en premier? Okay. Non, c'est juste que moi j'essaie de... Oui, pas de souci, mais je vais la poser rapidement. Alors bonjour à toutes et tous, je m'appelle Marie Codet, je suis étudiante en géopolitique prospective à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Et j'avais une question qui était à l'origine pour Cécile Maisonneuve, mais qui s'adresse à vous deux. Est-ce que vous pensez que, vous parliez de l'échec de la politique énergétique de l'Europe et donc de la libéralisation finalement du marché de l'énergie dans l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que sortir l'énergie de cette logique de marché et d'en faire vous parliez de bien commun tout à l'heure, d'en faire quelque chose qui n'est pas une marchandise mais un bien commun, ça permettrait de l'extraire un peu de ces crises géopolitiques et d'accélérer la transition énergétique? Alors moi je ne pense pas qu'une des raisons de l'échec de la politique énergétique européenne, ce soit la libéralisation des marchés. Je ne pense pas que ce soit... Il y a de nombreuses causes. Après, les marchés peuvent être bien conçus et mal conçus. Mais le fait est qu'une grande partie de la politique européenne de l'énergie échappe depuis longtemps à la logique de marché. Je veux dire, les subventions renouvelables, ce n'est pas du tout dans le marché. Tout ce qu'on a fait pour mieux interconnecter, c'était plutôt très positif. Et ça, c'est le marché. Et d'ailleurs, le problème aujourd'hui, c'est que c'est peut-être pas assez interconnecté. On le voit bien sur le gaz. Il va falloir repenser tout le système des interconnexions. Jusqu'alors, l'idée, c'était d'amener le gaz d'est en ouest. Et là, maintenant, l'Espagne, qui n'était pas trop sur la carte gazière européenne et la carte hydrogène aussi, revient. Donc, je ne pense pas que le sujet soit strictement un problème de libéralisation des marchés, même s'il y a bien des choses à dire sur la manière dont ça a été fait. Je suis d'accord avec vous. Après, sur énergie bien commun, moi, je pense que le climat est un bien commun et l'énergie est un des moyens d'atteindre ce bien commun. Mais je pense qu'au contraire, il est évident que les politiques énergétiques vont redevenir que l'État va reprendre la main dans un certain nombre de politiques énergétiques. C'est le cas aujourd'hui dans tous les pays, même des pays dits très libéraux. Quand vous voyez aux États-Unis, la Biden, il est en train de faire voter par le Congrès 6 milliards d'euros pour ne pas fermer les centrales nucléaires qui, si elles ferment, sont immédiatement remplacées par du gaz. Donc ça, jusqu'alors, aux États-Unis, ce n'était pas pensable. Et ça, vous allez le voir dans tous les pays. Donc vous allez revoir l'État, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, parce que c'est son boulot, reprendre la main sur la question de l'énergie. Pour autant, énergie bien commun, dans l'objectif, oui, mais pas dans les moyens, parce qu'encore une fois, moi, quand on regarde, on parlait de l'Afrique, enfin, tous ces projets qui foisonnent, et quand on regarde à hauteur de territoire, parce qu'il faut aussi regarder les questions, tout ce qui se passe dans le domaine énergétique à cette hauteur-là, et même sur notre territoire, moi je pense que ça, pour le coup, c'est pas du tout le travail du public, c'est le travail des gens qui savent innover, des entreprises. Et puis, moi, la semaine dernière, je suis allée voir une entreprise française qui fait de l'éclairage public, qui est à Béziers. Et cette entreprise-là, elle est déjà dans une approche en analyse en cycle de vie. Leur aluminium est sourcé en Norvège, 100% propre, et l'ensemble des produits sont sourcés comme ça. Et donc, quand vous voyez ces décisions, c'est plein de micro-décisions. Cette entreprise, personne ne lui a dit fais tes achats en analyse en cycle de vie, préoccupe-toi de savoir si ça vient d'ici ou de là. Voilà, ça entraîne. C'est plutôt ça qui est en train de se passer. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, vers ces foisonnements, faire confiance aux acteurs qui savent.
pour le coup, c'est plutôt du côté des villes que ça pose problème, parce que pour l'instant, dans la commande publique, rien n'oblige une collectivité à choisir ses équipements en fonction de critères environnementaux. C'est plutôt l'inverse. Ils regardent le prix, c'est tout. Et donc, si ça vient de Chine, ça vient de Chine. Et généralement, c'est ce qui se passe. Et je dirais, il y a beaucoup de pays dans lesquels la force, ceux qui sont le plus moteurs dans la transition climatique, c'est plutôt les entreprises. Je parlais de l'Afrique du Sud. Le plan net zéro de l'Afrique du Sud, il a été élaboré par le MEDEF local, c'est-à-dire une conglomérat, enfin un regroupement des grandes entreprises sud-africaines qui réalisent que le pays ne peut pas continuer comme ça, qui ne pourront plus exporter le jour où il y aura une taxe carbone s'ils ont un mix uniquement carbone. Et donc c'est en fait cette confédération qui a pris l'initiative et l'État est venu derrière et a suivi. Par ailleurs, si vous regardez les États-Unis, on n'est tous pas à l'abri d'avoir un Trump aussi. Et donc les États-Unis, en fait, ce sont les entreprises qui sont bien en avance par rapport à l'État fédéral, en tout cas dans la période Trump. Et c'est plutôt les entreprises qui ont été moteurs de la transition climatique. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a encore 2 mois, on avait un candidat au 2e tour qui proposait une subvention massive aux énergies fossiles en France. Et pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles de défense du pouvoir d'achat, mais probablement pas avec les bons leviers. Donc c'est souvent, là encore je pense que ça sera le en même temps, c'est-à-dire il y a quand même un effort de planification long terme, stratégique sur un certain nombre d'investissements majeurs, mais qui fera ces investissements, qui innovera, qui permettra de réaliser, qui est aujourd'hui obligé d'intégrer le climat dans ses priorités parce que c'est ce que veulent les consommateurs, parce que c'est ce que veut la société civile, c'est parce que c'est ce que veulent les jeunes employés, c'est de plus en plus les entreprises. Alors je pose une question à l'étudiant, puis après on passera peut-être, on va mixer tout ça. Alors c'est plutôt pour vous, Cécile, enfin pour vous deux. On en parlait tout à l'heure. Quid du projet ITER, compte tenu du fait que les Russes sont impliqués et qu'avec la crise actuelle, ça bouleverse un peu les plans et les relations entre les partenaires du projet ITER. Donc, effectivement, donc ITER, c'est ce grand programme de recherche internationale sur la fusion. Alors, disons-le clairement, les Russes sont une grande puissance en matière nucléaire, que ce soit en matière de fission, ou de fission, c'est les réacteurs actuels, ou de fusion, ils ont des très bons réacteurs. Et c'est aujourd'hui la principale puissance qui vend des réacteurs nucléaires, notamment dans les pays en développement, avec tout un système. Avec les microcentrales. Voilà. Et même ils vendent leur VVER avec des systèmes de financement. Donc ça, c'est un point d'attention aussi dans le contexte actuel. Enfin, même s'il y a un certain nombre de pays qui, de toute façon, continuent de leur acheter des trucs. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ITER, c'est ce grand programme sur la fusion. Et quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le paysage de la fusion, c'est absolument fascinant. Alors, moi, je me méfie toujours des gens qui disent « on a trouvé la solution, il n'y a pas de solution magique ». Et puis, les scientifiques sont, au fond, des très irrationnels aussi. Ils se passionnent. Moi, j'ai jamais vu de gens plus passionnés que quand je travaillais chez Areva, un ingénieur nucléaire qui parle de son réacteur. Ouais, les 3 boucles, les 4 boucles, entre eux, c'est comme des artistes qui parlent d'un tableau. Et donc, sur la fusion, et même dans l'ensemble de l'industrie nucléaire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous avez 2 voies. Vous avez les politiques annoncées par les États, avec de la recherche. Donc ça, c'est ITER, c'est un programme international. Puis vous avez une autre voie qui est portée par les industriels, exactement ce que Patrick décrivait, qui est portée par les nouveaux grands mécènes que sont les Gates, Bezos, etc., portée par des gens de l'innovation. Et moi, j'ai un peu regardé le paysage de tout ce monde de l'innovation dans la fusion aux États-Unis. Je veux dire, alors c'est un mélange de fonds publics et privés. C'est les laboratoires, les National Labs, Lawrence Livermore, etc., qui financent beaucoup, mais aussi les grands mécènes privés. Et ils financent des entreprises. Là, il y a une innovation qui vient d'être annoncée d'une start-up qui est basée à Seattle. C'est assez phénoménal parce qu'ils travaillent aussi sur les aspects financiers, sur les aspects de coûts. Par exemple, le programme ITER ne se préoccupe pas forcément de à quel coût sera produit ça. Donc, c'est très, très foisonnant. Moi, je ne suis absolument pas capable de dire quels sont les horizons de temps à considérer, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, on considère que c'est 4 milliards de dollars qui sont investis
dans la fusion, il y a en gros 35 grands projets à travers le monde. Et les Chinois sont hyper actifs aussi là-dedans. J'ai lu des choses, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment un pays que je ne connais pas du tout. Mais voyant ce qu'ils font dans le reste du nucléaire, je ne doute pas qu'ils vont être... ça sera un domaine de la rivalité sino-américaine si ça ne l'est déjà. On va peut-être donc se retourner vers la salle. Est-ce que des gens veulent poser des questions? Alors, est-ce qu'il y a un micro quelque part? Ah. Oui. Merci. Merci à tous. Bonjour. Jean-Joseph Vanek, professeur en énergie renouvelable à l'ECE Paris. Une question pour vous, Monsieur Dupoux. Le problème des scénarios, bien évidemment, c'est joli, c'est très beau. Ce sont de beaux exercices intellectuels, mais au final, c'est le politique qui choisit. Et il peut se tromper. Deuxièmement, le nucléaire, certes, ça a ses avantages, mais sécurité d'approvisionnement en uranium, ça c'est la première question. Et deuxième question, est-ce qu'en date d'aujourd'hui, on paie le bon prix? J'ai rencontré des gens d'Amérique centrale et du plateau des Andes qui se posaient des questions quand on vient chercher du lithium chez eux et qui avaient l'impression que finalement on leur confisquait une ressource et on ne payait pas le bon prix. Donc on a toutes ces questions. Vous pouvez nous éclairer? Oui, alors sur l'exercice scénario, évidemment c'est un exercice. Donc comme tous les exercices, c'est un outil parmi d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que si on avait collectivement, au niveau des entreprises ou de l'État, un peu plus, en tout cas, utiliser la réflexion long terme et la possibilité de choses incertaines, de Black Swan, on ne se serait peut-être pas retrouvé dans la même situation au début de la crise Covid. Aujourd'hui, je pense que si les Allemands avaient utilisé le scénario, qu'est-ce qui se passe si le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas comme s'il y avait 0,5% de chance. Il y avait une vraie possibilité que ça arrive. Bon, à l'évidence, ils n'ont pas étudié ce scénario-là véritablement. Sinon, ils seraient aperçus qu'ils avaient mis tous leurs œufs dans le panier russe et que c'était un peu dangereux. Donc, ça reste un outil, c'est un outil intellectuel, mais malgré tout, c'est utile pour prévoir l'imprévisible, puisque malheureusement, comme disait Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Mais en ce moment, c'est les cygnes noirs qui volent en escadrille. Et donc, on se retrouve finalement avec des scénarios ou une réalité qui dépasse souvent ces scénarios extrêmes. Et la manière dont on réfléchissait, je pense, depuis pas mal d'années, qui est beaucoup plus incrémentale, en fait, on a arrêté de réfléchir à des scénarios extrêmes. Et donc, aujourd'hui, on en paye le prix. Alors, sur le nucléaire, moi, je ne suis pas du tout un défenseur nucléariste, tout ça. Je dis simplement que, bon, empiriquement, malgré tout, on est quand même bien content d'en avoir aujourd'hui, parce que sinon, alors là, on passerait pas l'hiver et il faudrait tous revenir à la cheminée, au bois. Donc, on est quand même bien content de l'avoir. Ça ne veut pas dire que, moi, je pense que le nucléaire est une énergie de transition. Je ne pense pas que c'est la solution à horizon un siècle. Je pense qu'il y a plein d'autres opportunités. J'espère qu'on saura avancer sur l'hydrogène vert, sur les renouvelables, sur la sobriété, sur l'efficacité, et que progressivement, on aura de moins en moins besoin du nucléaire. Mais enfin, empiriquement, il faut quand même constater qu'on est bien content d'avoir fait ce pari. Ça nous a beaucoup aidé quand même à une certaine époque au niveau de l'industrie française. Aujourd'hui, ça nous aide à être plus résilients. Et franchement, si les Allemands avaient pu prolonger de 5 ans leur centrale, ça nous aurait donné le temps, ça leur aurait donné le temps de faire la transition. Et je pense que dans la planification énergétique, il faut réfléchir court terme, long terme, et il faut accepter la transition. Par exemple, le gaz en Afrique, on en parlait, c'est une énergie de transition. Et c'est une folie que de dire qu'on va arrêter d'investir dans le gaz en Afrique. C'est une folie vis-à-vis des Africains, qui sont quand même les premiers pénalisés par la crise climatique, pour lequel ils n'ont aucune responsabilité, qui ont du gaz dont ils ont besoin pour leur développement économique, et finalement avec un impact carbone qui est largement plus favorable que le charbon, et qu'aujourd'hui, il faut vraiment être, je suis désolé, mais à côté de la plaque pour refuser aux Africains d'investir dans le gaz, au moins comme énergie de transition. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont demandé un certain nombre de pays africains. Ils ont dit, bon, vous êtes bien gentils à Glasgow
de dire tous, là, l'AFD, machin, qu'on arrête d'investir, on en parlait, je sais que Cécile est tout à fait de mon avis là-dessus. Bon, moi je travaille exclusivement en Afrique, donc je suis assez sensible à cette question-là, mais je trouve ça choquant qu'on arrive en disant grande victoire à Glasgow, on interdit les énergies fossiles, alors qu'en fait, autant interdire le charbon, ça je suis 100% d'accord, interdire le gaz en Europe, aux États-Unis, je suis 100% d'accord, évidemment avec une transition, mais interdire les investissements dans le gaz en Afrique, ça n'a aucun sens économiquement, ça n'a aucun sens politiquement, ça n'a aucun sens d'un point de vue du développement économique et social de l'Afrique. Surtout qu'à Glasgow, on a fait ça au même moment où on continuait d'investir des milliards dans Nord Stream quand même. Hein. Donc en termes de cynisme, lisez le dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim, il dit les choses très clairement, et il a raison. La prochaine COP sera en Égypte, donc ce sera intéressant, ils pourront rappeler les messages. Surtout qu'on a dit ça à Glasgow, 3 mois plus tard, on subventionne les fossiles à tout crin. Et on a tous les ministres européens qui vont... faire des salam alek pour obtenir plus de gaz au Moyen-Orient ou aux États-Unis. Donc je veux dire, en termes de cohérence et de positionnement, c'est totalement, c'est scandaleux, c'est juste scandaleux. Sur la sécurisation de l'uranium, il est produit la France achète son uranium au Canada, elle achète au Kazakhstan, elle achète dans un certain nombre de pays. Ça se stocke assez facilement, il en faut très peu de quantité parce que c'est une énergie extrêmement, ça produit beaucoup d'énergie avec très peu de matière. Hein. 1 gramme de... Là, c'est le plutonium, mais bon, ça transforme rapidement en plutonium. 1 gramme de plutonium, c'est 1 tonne de pétrole en termes d'énergie. Hein. Donc, c'est pour vous dire la quantité d'énergie. Donc, il n'y a pas de risque de sécurité d'approvisionnement en ce sens. Et puis, en plus, la France recycle une partie de ces combustibles usés pour reproduire du combustible. Donc, de ce point de vue-là, voilà. Alors, moi, c'est peut-être mon point de différence. Je pense que, pour le coup, le nucléaire a un rôle à jouer, comme le dit l'AIE. Et je pense qu'en France, c'est les renouvelables qui sont une énergie de transition, pas le nucléaire. Je voulais ouvrir le débat. Ah, des questions ici. Pour l'électricité, hein, pas pour le... Où est le micro, s'il vous plaît? Ah, pardon, vous vouliez... Ah, désolé. Bon, bah, allez-y. Bonjour, donc Esther Sévenot, je suis étudiante à Sciences Po à Toulouse. Donc, vous avez déjà répondu à beaucoup de nos questions. Du coup, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit dans le débat, ou peut-être pour clarifier un point, s'il vous plaît. Donc, vous aviez l'air de dire que du coup, on savait que l'Allemagne, avec sa stratégie ou sa planification, est allée dans le mur, que pour la France, en ce moment, ça a commencé à faire pareil. Mais du coup, si des personnes en entreprise ou dans l'administration ont, entre guillemets, les solutions, où est-ce qu'il y a un problème pour que ça ne soit pas appliqué par les politiques et le gouvernement ou les autres personnes qui ont le pouvoir d'agir? Alors d'abord, si vous avez quelqu'un qui a vraiment la solution, si vous pouvez me donner son 06, ça m'intéresserait parce que je pense qu'on a tous des idées de solutions, mais personne n'a une solution. D'ailleurs, même les scénarios de l'ADEME montrent bien qu'en fait, il y a beaucoup d'incertitudes sur la capacité qu'on a à imposer ou à proposer la sobriété et sur l'horizon de temps et la réussite des innovations technologiques dont on a besoin, qui sont au nombre de 4 ou 5, le stockage long terme, la séquestration, la capture du carbone et d'autres innovations qui, ITER peut en être une de ces innovations, mais qui permettrait en fait de résoudre une grosse partie de la problématique. Donc, je pense que personne n'a la solution. Il y a un paquet au sens package de solutions ou des options. Ensuite, la question, c'est comment on arrive à le mettre en œuvre. Et c'est là où le trilemme, en fait, c'est un cadre d'analyse intéressant. C'est qu'en fait, on se rend bien compte que des solutions court terme sont peut-être mauvaises pour le long terme. À court terme, vous avez une pression énorme de la population sur l'alimentation. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On remet du charbon en Allemagne. Bon, on sent bien que ce n'est pas la solution, mais on n'a pas le choix. Et donc, il faut en permanence, pour un décideur, conjuguer le problème de l'accès et du prix de l'énergie, notamment pour les populations, je dirais même pas les plus défavorisées, pour les classes moyennes aussi, la sécurité, la stratégie, et le long terme, qui est la transition climatique. C'est pas simple. Ensuite, il y a clairement aussi un défaut de connaissance et un défaut de prise de conscience
d'un certain nombre de décideurs. Alors moi je trouve qu'aujourd'hui les grandes entreprises sont plutôt en avance. C'est-à-dire qu'en fait en 2 ans il y a eu un changement mais complètement radical. C'est-à-dire la plupart des grands dirigeants, pas tous, hein, il y en a qui sont encore dans le trumpisme, mais aujourd'hui la plupart des grands dirigeants, des grandes entreprises, ils sont hyper conscients de ça. Et ils sont plutôt en avance en fait sur ces réflexions. Les politiques sont beaucoup sous pression quand même du marché du dimanche. Donc eux, ils ont quand même cette dichotomie à gérer. Mais tout ce qui permet quand même d'éduquer, de rendre plus conscient, aussi d'éduquer sur le besoin de s'écouter, c'est-à-dire en fait qu'il n'y ait pas de solution miracle, mais qu'en fait il faut que tout le monde travaille ensemble, est très positif. Et je vois que tu voulais poser une question, et d'ailleurs je vous engage à assister à la prochain panel de Nicolas, qui est en train de lancer un projet extrêmement ambitieux de série Netflix sur l'environnement. Et je pense que ça, c'est des choses aussi qui sont très importantes pour faire passer le message auprès de la population, des décideurs et de l'ensemble des générations. Si je peux juste ajouter un petit élément de réponse, je pense qu'il faut aussi dire qu'il y a eu beaucoup d'idéologie quand même. Et notamment sur l'Allemagne, c'est très clair. Enfin, jusqu'à une date récente, on nous citait l'Allemagne en exemple parfait quand même. Hein. Parce que pour moi, l'erreur fondamentale de la politique européenne a été de confondre les objectifs et les moyens. L'objectif, c'est de baisser les émissions de CO2. Les renouvelables, c'est un moyen. Fixez des objectifs de renouvelables. Si vous ne vous débarrassez pas du charbon, regardez chaque jour sur Electricity Map, sur les applis, la quantité de CO2 émise par un système qui a beaucoup de renouvelables certains jours, mais qui, quand il n'y a plus de vent, plus de soleil, relance le charbon. Ils ont des résultats en termes de nombre de grammes de CO2 par kilowattheure qui sont dégueulasses. Parce que si vous ne vous débarrassez pas du charbon, l'ennemi public numéro 1, pour moi, la priorité absolue numéro 1, c'est le charbon. Il y a charbon, si vous parlez... alors après, il y a la différence entre charbon, brown coal, hard coal, c'est plus clair en anglais. Alors c'est le fameux lignite, ce que les Allemands ont plein sous les pieds. Vous êtes entre 800 grammes et 1200 grammes de CO2 par kilowattheure. Le gaz, c'est 420. Après, vous êtes le solaire, 66. L'éolien, vous êtes autour de 12. Le nucléaire français, c'est 4. Le nucléaire moyenne mondiale, c'est 12. Donc voilà les ordres de grandeur. Donc si vous voulez, si on ne dit pas clairement, et ça, Glasgow, pour le coup, avait parlé d'un phasing down, pas phasing out, phasing down du charbon, c'était un premier pas, mais c'est l'ennemi public numéro 1. Si on ne se débarrasse pas du charbon, on n'y arrivera pas. Enfin, moi, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Donc c'est pour ça que le drame de l'erreur de politique énergétique allemande d'avoir remis... Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'Energiewende 2. Ce qui m'intéressait dans l'Energiewende de la politique énergétique allemande, c'était pas ce qu'il disait, c'était pas ce qu'il affichait en termes de renouvelables, en termes d'efficacité énergétique. J'avais écrit en 2016, c'est « Mais où est le gaz ? Où est la Russie ?» Moi, quand je lis ces stratégies, je ne vois ni le mot gaz, ni le mot Russie. Et on voyait bien ce qui se passait sur le terrain. Donc, si vous voulez, quand vous avez fait reposer l'entièreté de votre sécurité d'approvisionnement et de la réussite de ce plan, parce que pour qu'il fonctionne, il fallait qu'il y ait du gaz, c'est-à-dire le pilotable, sur un fournisseur, quand bien même ce fournisseur avait fait ce qu'il avait fait en 2014, il y avait une fragilité majeure. Donc voilà, c'est là que je dis qu'il faut faire attention à ce que j'appelle au totem de la transition. Je vais prendre un autre exemple sur la mobilité. On parle beaucoup des trains de nuit. Moi, j'adore les trains de nuit, je trouve ça très romantique. Voilà. Les investissements dans les trains de nuit, c'est des milliards d'euros. Je suis désolée, c'est pas comme ça qu'on va décarboner la mobilité en France. Les émissions liées à la mobilité en France, liées au transport, ça se passe à 78% entre les périphéries et les métropoles. Donc vous pouvez faire tous les voyages en train de nuit que vous voulez, vous serez content, c'est super, ça ne changera rien ça. Et les investissements, les milliards qu'on va mettre sur des trains de nuit, il faut les mettre dans les transports du quotidien, dans les grandes périphéries. 50% des Français vivent dans les périphéries. Il faut les mettre là où les Français vivent, parce qu'ils satisfait quelques touristes qui ont le temps de faire un Paris-Venise en train. Donc c'est ça aussi, vous voyez, il y a des totems. Moi, c'est ça qui me gêne beaucoup dans le débat politique, c'est qu'on se jette sur des totems et que le travail lent, patient, quotidien, c'est pas cool d'inaugurer un train entre Melun et une autre banlieue. Hein. C'est vrai que ça fait pas la une des médias, c'est sûr, mais c'est plus efficace. Et ça demande plus de travail.
faut mettre beaucoup de gens autour de la table, et des voilà. gens et des collectivités, et l'État, et la région, et les communes. Voilà, c'est très ingrat. La transition, c'est ingrat. Ça va prendre du temps parce qu'il faut mettre les gens autour de la table. C'est l'économie des parties prenantes. C'est la nouvelle économie, c'est l'économie des parties prenantes. Et il faut discuter avec les gens. Et c'est du temps, mais vous discutez longtemps. Et par contre, quand vous agissez, les résultats sont là tout de suite en termes de baisse d'émissions de CO2. Mais par rapport à votre question, c'est sûr qu'aujourd'hui, les décisions politiques ingrates, c'est-à-dire les petits pas dans la bonne direction, ne sont pas du tout valorisés. On n'en parle jamais. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, BFM n'a pas une émission spécialisée sur les petits pas dans la bonne direction et les petites mesures ingrates. Non, ça on n'en parle jamais. Et c'est aussi une des raisons qui fait qu'on a du mal à prendre les bonnes décisions. C'est qu'on se focalise sur les débats pour ou contre. Et donc, effectivement, tous les matins, l'heure du pour ou contre. Voilà, ou l'émission sur le pour ou contre. Donc, alors que la transition, ça va demander en fait de travailler ensemble et d'actionner l'ensemble des décisions, des technologies, des innovations comportementales ou techniques qui permettront d'aller de l'avant. Super, merci beaucoup en tout cas pour cet échange et pour la promo, Patrick. L'idée là, c'est aussi, ça va un peu dans le sens de la question que tu posais juste avant. C'est justement quand on a ces pour ou contre qui sont très médiatisés, comment on fait pour justement pour passer au-delà, pour montrer en fait, pour passer au-delà et médiatiser un peu ces petits pas ou essayer de porter des projets de politique publique ambitieuses sur le long terme. Qu'est-ce qui bloque en fait? Est-ce que c'est parce que on est peut-être un petit cercle de convaincus par ces thématiques et finalement la grande partie de la population n'est pas forcément sensibilisée à ces sujets-là et c'est pour ça que le politique y va pas. Moi, je me rappelle, on avait fait un sujet avec un journaliste de BFM, il nous disait il y a la météo, je sais pas, il doit y avoir une audience qui est assez importante. Dès qu'il passait un sujet climat, il y avait 60% de baisse de l'audience, même si ça durait 3 minutes, quoi. Et comment on fait pour que ces petits pas, ces sujets-là soient qu'on puisse les médiatiser, qu'on puisse les pousser et porter ensuite des politiques ambitieuses sur le long terme. Moi, je pense qu'il faut travailler le récit. Alors, c'est peut-être parce que je suis une littéraire en diable, mais il faut changer le récit. Moi, je trouve, peut-être que je suis une optimiste invétérée, mais je trouve que c'est une transformation absolument fascinante. C'est une nouvelle révolution industrielle, c'est une nouvelle manière d'articuler les politiques territoriales. C'est fini les vieux débats, décentralisation, déconcentration, c'est plus ça. Il faut voir comment on travaille l'horizontalité et la verticalité. Alors peut-être que c'est l'idée en fait, on est en train de tâtonner en ce moment, on le voit bien, quoi, à travers quand on dit ces nouvelles manières de parler avec les citoyens, on recherche la solution. Mais il faut travailler sur le récit. Et pour moi, je pense que ces récits, c'est pour ça que la dimension territoriale, le point d'entrée territorial m'intéresse aussi, parce que ces récits locaux de gens qui agissent et qui font des choses dans l'ombre sans que ça se fasse la une de BFM, c'est aussi extrêmement, extrêmement stimulant. Et puis, il faut travailler, on l'a compris depuis les Gilets jaunes, mais il faut travailler la question de ce qu'on appelle la transition juste, parce que moi, quand on dit on n'a pas parlé de climat pendant la campagne, je ne suis pas d'accord, parce qu'à travers la question du pouvoir d'achat, ce que les gens ont exprimé, et ça c'est une intuition qui est très juste, c'est que tout ça, ça va coûter cher et qu'ils sont inquiets sur le fait que ça va coûter cher. Et donc en fait, il faut attaquer, il ne faut pas contourner avant même la crise énergétique, la question du pouvoir d'achat liée à la transition était là, était bien présente. Et donc, il faut en parler, il faut affronter, il ne faut pas chercher à contourner la difficulté, justement, avec des totems qui font plaisir à tout le monde. Il faut faire des séries Netflix sur le sujet. Enfin, moi, je pense à une série qui a quand même réussi à populariser un thème qui, en France, était vraiment considéré comme pas très glorieux. La série sur le Bureau des légendes qui popularise la DGSE. C'est quand même, il fallait le faire, c'est assez phénoménal, on va dire. Ou en thérapie. Voilà, exactement. Donc, je trouve qu'on est capable, à travers des gens qui parlent du sujet et qui transforment le récit. Il faut arrêter d'en faire un récit doloriste, un récit terrible. Sur l'Afrique, moi, je pense que c'est une manière aussi de rediriger les priorités de la politique européenne.
d'une manière extrêmement positive, sans en parler. Moi, ça me choque beaucoup quand on parle de la question de la transition climatique dans le débat, en disant, attendez, si on ne le fait pas, on va avoir des millions d'Africains qui vont débarquer. C'est comme ça qu'on en parle aujourd'hui quand même. Hein. C'est comme ça qu'on en parle. Je suis désolée, il y a un autre discours à tenir, parce qu'il y a d'autres réalités qui sont à l'œuvre. Vous avez 22 pays d'Afrique qui ont un mix quasiment 100% renouvelable. On en parle d'eux ? Non, jamais. Donc, je veux dire, cette manière de regarder, c'est une question d'angle, en fait. Il faut changer l'angle. Si on continue sur l'Afrique, l'Afrique peut être une grande partie de la solution au problème d'indépendance énergétique européen. Alors, évidemment, si on produit en Afrique, on n'est pas complètement indépendant, de nouveau, mais aller produire de l'énergie solaire en Allemagne de l'Est, bon, moi je veux bien, mais produisons-le au Maroc, ça coûtera 2 à 3 fois moins cher, ça permettra d'aider l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Égypte, d'autres, à se développer. On en a besoin, créer des emplois, créer du développement économique. Pour l'hydrogène vert, pareil, ça coûtera 2 à 3 fois moins cher. Et donc, on a vraiment un partenariat à repenser qui est à la fois, je pense, positif et défensif. Défensif parce que 80% du problème du réchauffement climatique, on oublie de le dire en fait. Pourquoi c'est un problème finalement le réchauffement climatique ? Parce qu'à la limite, nous, on aura des périodes de canicule à Paris, mais honnêtement, on va survivre. Le problème essentiel du réchauffement climatique, c'est les réfugiés climatiques, essentiellement en Afrique, dans quelques pays d'Amérique latine, en Asie, et des problèmes de phénomènes climatiques extrêmes en Australie et dans quelques autres régions. C'est ça le problème du réchauffement climatique. Et les 3/4 des réfugiés climatiques projetés sont en Afrique. Donc, si on investissait massivement, et non pas 4% des investissements climat, ce qui est le cas aujourd'hui en Afrique, pour à la fois les aider à s'adapter, traiter les conséquences du problème et par ailleurs apporter une des solutions au problème qui est les énergies renouvelables, l'hydrogène vert en Afrique. Et donc finalement, si on regardait un peu plus le partenariat vers le sud plutôt que vers l'est, aujourd'hui, la Russie, la Chine, je pense qu'on pourrait traiter à la fois une partie du problème et une grosse partie des conséquences du problème. D'autres questions ? Oui, alors attendez. Là, puisque madame... Voilà. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si le grand gisement gazier au large de la Guyane et de la même façon entre la Grèce et la Turquie, ce qui pose problème, est-ce que ça, c'est des solutions qui peuvent avoir à relativement moyen terme, court terme, qui pourraient sortir un petit peu de la dépendance russe ? La découverte de gaz en Méditerranée orientale, l'autre je ne connais pas bien, mais je crois que c'est du... Oui, mais je ne sais plus si c'est très profond ou pas, parce qu'au large du Brésil, c'est pas nouveau qu'il y a des grands gisements qui sont très, très profonds. Mais en tout cas, celui de Méditerranée orientale, c'est une découverte majeure, effectivement. Et il y en a un qui s'y est pas trompé, Israël, parce qu'il y a plein de pays bénéficiaires. Vous avez la Grèce, la Turquie, vous avez Israël, Égypte, le Liban et même Gaza. Et Israël avait appelé ça sa deuxième indépendance. Parce que découvrir du gaz dans cette région, ça peut être un sujet de complications sérieuses, parce qu'il y a quelques conflits que vous avez rappelés, mais c'est aussi une manne dont jusqu'alors on a trop peu considéré, puisque effectivement, Patrick le disait très bien, nos regards étaient concentrés vers l'Est. Enfin, nos regards, ne nous cachons pas, les regards de l'Allemagne, et le sujet de la politique gazière de l'Europe, c'était la politique allemande. Enfin, voilà. Et alors, regardez aussi ce qui se fait aussi en ce moment en matière d'hydrogène. Il serait bien que la France regarde un petit peu plus le sujet. Mais là, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'étais il y a 2 semaines en Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord, un mix épouvantable parce que c'est lignite essentiellement, donc pétrole et lignite, et le peu de gaz qu'elle avait, elle l'importait 100% de Bulgarie. La Bulgarie elle-même l'important 100% de Russie. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, la question se pose évidemment dans ces régions de regarder vers le sud, alors vers leurs voisins avec qui les relations furent longtemps compliquées, mais la Grèce. Et donc là, immédiatement, on retombe sur tous ces tracés de gazoducs qui nous relient à la fois Méditerranée orientale et vers l'Azerbaïdjan. Donc là, c'est des projets qui vont rebouger. Il n'y a pas de court terme quand on parle de ces sujets. Quand on parle d'énergie, il n'y a pas de court terme, malheureusement. C'est pour ça qu'on est tanké, si je puis dire. Voilà.
Voilà. Donc, moi je veux dire clairement, on est tanké, on est dans une situation très difficile pour au moins 7-8 ans. C'est... Toutes les statistiques que vous avez données sur le gaz versus le charbon, etc., est-ce qu'il y a des sites web que vous recommanderiez qui soient fiables? GIEC, AIE. ADEME donne un chiffre faux sur le nucléaire français. Elle dit 66, c'est faux. C'est faux. Mais je lui aurais dit, parce que ça fait des mois et des mois qu'on demande à corriger le sujet, parce c'est faux. Mais en tout cas, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, pardon, ou même les rapports du GIEC, vous trouvez des chiffres. Je précise qu'il s'agissait donc de Valérie Quignou-Ramus, de l'ADEME, qui devait être là et qui n'est pas là à cause du Covid. Il y a une question derrière, je crois. Oui, bonjour. Alors moi, je ne travaille pas du tout dans ces secteurs-là, et donc je suis vraiment la citoyenne lambda. Mais j'aimerais avoir quelques précisions justement par rapport aux différentes énergies et aux choix qu'on va devoir faire. Vous parliez tout à l'heure des gouvernements dans nos démocraties qui prenaient des décisions pas toujours heureuses par rapport au mouvement des citoyens, en tout cas aux électeurs, et voir où ça nous conduit. Donc, moi, ma question, c'est comment peut-on faire aujourd'hui pour apporter une pédagogie et en tout cas une confiance dans les citoyens, qu'on ait à nouveau confiance dans quelque chose qui soit un choix pour nous et pas justement ce côté pour et contre en permanence que l'on nous propose. Voilà, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Parce que je suis aussi une littéraire. Moi, je pense qu'il y a un problème fondamental en France sur la dévalorisation de la discussion, du compromis. Tout le monde se moque depuis 5 ans, et je ne fais pas de politique, mais tout le monde se moque du « en même temps ». Mais en même temps, c'est l'équilibre. En même temps, c'est la discussion, c'est la valorisation de la discussion. Donc, on peut critiquer la personne qui le dit, et ça, tout le monde a le droit de le faire, et il y a plein de raisons de le faire, et donc, c'est pas le sujet. Mais critiquer le principe du compromis, le principe de la discussion, ériger en modèle le dogmatisme, l'extrême, l'anecdotique sur le réel, la vague sur l'écume sur la vague. Je trouve qu'on se tire collectivement une balle dans le pied. On ne cède pas à... le titre du dernier livre du général de Villiers, « L'équilibre est un courage ». Moi, je pense qu'en la matière, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à se parler, parce qu'il faudra faire tout. En fait, il ne faudra pas juste faire que la sobriété, que le vélo électrique, que le machin. Il faudra tout faire, il faudra le faire collectivement, et donc ça veut dire qu'il faudra accepter de bâtir des consensus, il faudra accepter de ne pas être dans l'opposition. Je pense que les chaînes d'information, c'est une catastrophe aujourd'hui pour la qualité du débat public. C'est vraiment la prime à l'anecdote. Vous savez, on dit souvent le anecdotal evidence, c'est-à-dire de prendre une anecdote et d'en faire un dogme, qui est très dangereux. Je pense que ça, c'est catastrophique, en fait. C'est aussi ce qu'on appelle le meilleur moyen de se tromper, c'est d'être directionally right, specifically wrong. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de 3 idées, là, on se forge des convictions, et puis ensuite on s'arrime à ces convictions, et en fait, on peut tout à fait se tromper, quoi. À l'appui de cela, d'ailleurs, c'est vrai que quel est le pays le plus avancé en matière de transition énergétique? Pas seulement électrique, c'est-à-dire qui non seulement a décarboné son système électrique, mais en plus a commencé à le faire pour sa mobilité, et un des plus avancés. Quels sont les pays? C'est les pays scandinaves. C'est-à-dire où le consensus est une manière de faire de la politique, et la seule manière qu'ils connaissent de faire de la politique. On ne va pas tous devenir des Suédois, on est d'accord. Mais à l'époque, à l'IFRE, on avait travaillé sur comment ils avaient adopté leur taxe carbone. Parce qu'avant, tout le monde, maintenant, vous savez que le carbone est à 90 € sur les marchés, c'est très élevé, mais la Suède, elle est déjà à 130 € la tonne de carbone, sans être désindustrialisée. C'est un des pays avec la plus forte proportion d'industrialisation dans son PIB en Europe. Comment ils ont fait? Ils ont discuté de manière entre partis politiques, tout l'échantillon,
Et ils ont une discussion non seulement entre partis politiques, mais intergénérationnelle. Ils ont mis en place dans les années 90 un plan à 25 ans d'introduction de la taxe carbone. Et tout le monde s'y est tenu. Ce qui fait que les étapes étaient annoncées, les industriels ont pu prendre leurs dispositions. Et aujourd'hui, ils sont à 130 € la tonne de CO2. Ils ont une des politiques, pour moi, la plus avancée de transition écologique. Voilà, on sait comment on peut le faire. Vous me direz, ils sont que 8 millions. C'est vrai, c'est plus facile quand vous êtes moins nombreux et que, oui, d'accord, on a une tradition politique très, très différente. Mais je trouve que c'est trop facile de dire ouais, mais les Suédois, c'est des Suédois, nous, on est des Français. Ok, d'accord, bien, mais ne disons pas à ce moment-là qu'on ne sait pas du tout comment faire. On peut regarder, on a le droit d'aller regarder à l'étranger. D'ailleurs, les élites françaises gagneraient à s'internationaliser un peu plus. Et les médias, et à arrêter de se regarder le nombril pour sortir de leurs frontières et aller étudier comment des pays ont réussi à le faire, parce qu'ils ont réussi à le faire. Donc ce n'est pas du tout infaisable. Et ceux qui servent ça comme excuse, c'est soit des paresseux, soit des menteurs. Un exemple aussi de politique intérieure, je trouve, qui est typique de ce que vous dites, c'est quand on a une chambre, une Assemblée nationale avec un tiers, grosso modo. En France, on considère ça comme ingouvernable. Il y a plein de pays où ils considéraient que so what ? Et nous, justement, les journaux, l'anecdotique, c'est ça y est, la France est ingouvernable. Enfin, dans une démocratie, et justement, ça a été le cas en France en 3e et 4e République, que maintenant on vomit, mais on arrivait très très bien à trouver des solutions. Et maintenant, ça paraît quand même impossible. Alors, je suis désolé, c'est moi qui parle, là, je ne devrais pas. Il devrait y avoir encore quelques questions. Bonjour, vous m'entendez ? Merci beaucoup pour ces éclairages et pour ce débat. Moi, il y a vraiment quelque chose qui me chiffonne dans tout ça, c'est que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'alignement dans l'objectif. En fait, quelle est la fonction objective de ce qu'on cherche à faire ? Est-ce qu'on cherche à être les plus riches du cimetière ou à simplement survivre ? Et en fait, j'ai l'impression que c'est l'essence de tout ce débat, c'est que finalement, et le fait que les entreprises soient partie prenante des solutions, est-ce que c'est pas aussi un risque ? Parce que de base, j'ai l'impression que l'objectif d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Et est-ce que le fait finalement de ne pas avoir suffisamment de scientifiques ou de personnes finalement objectives par rapport à tout ça dans les débats, ça ne nous mène pas finalement droit dans le mur, parce qu'en fait, on va être à la poursuite de petits objectifs de demain, voilà, je vais pouvoir faire de l'argent en mettant des éoliennes sur mon toit, versus qu'est-ce qui serait finalement bon à long terme pour un système viable et soutenable. Enfin, voilà, moi, c'est ça qui me chiffonne vraiment dans ces questions-là. Mais alors... Donc, je pense que vous avez raison et je pense que vous ne l'avez pas complètement. Alors, vous avez raison parce que, effectivement, on ne peut pas que compter sur les entreprises dont la première vocation est historiquement quand même de faire de l'argent. Mais je pense que vous n'avez pas complètement raison parce que si je reprends ce que je disais juste avant, voilà, là encore, ne restons pas bloqués là-dessus. Ne restons pas bloqués sur une position de principe que les entreprises, le secteur privé, c'est tous des salauds, ils cherchent qu'à optimiser, à faire de l'argent, que donc du coup, la priorité c'est de s'opposer à eux. Non, la priorité c'est de trouver les bonnes solutions. Les entreprises privées, quoi que vous en pensiez, aujourd'hui vous trouvez autant de gens conscients de la problématique climatique que dans le public. Il faut en revanche, je suis d'accord, faire évoluer les manières dont on évalue la performance. Mais à tous les niveaux, il faut évoluer la manière dont on évalue la réussite sociale. C'est pas seulement avoir une grosse voiture et voyager, voilà. Donc il faut effectivement changer le narratif vers plus de sobriété, notre forme de valeur. Il faut évaluer et changer la manière dont les entreprises évaluent leur performance, pas que par du profit, mais par leur impact social. Il faut faire évoluer la manière dont les entreprises évaluent leurs employés, pas seulement par rapport à leur performance d'un point de vue économique, mais aussi leur contribution à cet impact social. Donc c'est un changement collectif, mais je pense que le pire, ça serait de commencer par opposer les uns aux autres. Alors je pense que c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin tous de se retrousser les manches, d'ailleurs je l'ai fait, et d'avancer ensemble. Même si je suis absolument d'accord, ça ne pourra pas être que les entreprises qui feront ce changement. Ce que je pourrais répondre à ça, c'est que
faut faire de chèque en blanc à personne, je veux dire, ni aux politiques, ni aux entreprises, ni aux citoyens d'ailleurs, parce qu'on est tous pétris de contradictions quand même. On adore la transition écologique, mais on n'a jamais autant fait de consommation, de e-commerce et tout. Donc voilà. Mais par rapport aux entreprises, elles ont un avantage, les entreprises internationales, c'est qu'elles sont capables de répliquer des choses et de répliquer des process. C'est-à-dire que si elles arrivent à faire quelque chose dans un pays, elles vont le faire dans un autre. Et de ce point de vue-là, par rapport au contexte géopolitique assez peu coopératif dans lequel on entre, c'est quand même un point intéressant. Deuxième point, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Les entreprises, elles sont contrôlées par des actionnaires. Et aujourd'hui, la pression est des régulateurs. Les régulateurs, les actionnaires, c'est quand même quelque chose qui, en ce moment, il y a des spécialistes qui s'expriment d'ailleurs dans cette conférence de la finance durable, sur tous les critères dits ESG. Donc ça, c'est aussi en train de bouger très fort. Moi, je crois qu'effectivement, dans un monde dominé par la finance, il faut regarder comment la finance bouge pour savoir si les choses bougent ou pas. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire que c'est statique. Au contraire, ça accélère très très fort. Donc ça, c'est aussi un motif qui me fait dire, les entreprises, elles ont très très peur pour leur réputation, vous savez, et elles accordent un prix important à cette réputation, surtout à l'ère des réseaux sociaux, etc. Donc aussi, c'est un point important. Vous savez, quand on parle d'Adam Smith, on parle de son livre « La richesse des nations ». Il a écrit un livre qui est beaucoup plus intéressant, qui s'appelle « La théorie des sentiments moraux », où il montre que finalement, en poursuivant la recherche de son propre profit, généralement, on contribue aussi à l'intérêt général. Et la question que vous posez, pourquoi on fait tout ça ? C'est une question de redéfinition de l'intérêt général et du bien commun. C'est le bouquin de Tirole. Et on revient, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis très sensible à ce qu'un prix Nobel écrit quand il dit quand on dépense 100 pour enlever, en matière climatique, si vous dépensez 100 à Paris, ça va enlever 1 tonne de CO2. Si vous dépensez 100 en Afrique, ça va enlever 1000 tonnes. Et il faut arriver à mettre en œuvre ce raisonnement-là. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on fait. On dépense des 1000 et des 100 qui vont nous permettre d'atteindre nos petits objectifs. Là, c'est une question d'échelle, mais qui, eussent-ils été dépensés dans d'autres géographies, aurait produit un effet bien plus important. Et on était tenu de le faire, d'ailleurs. Pardon ? On était tenu de le faire. Oui, on est développé, de soutenir justement cette transition. Exactement. Mais comme on va tendance à privilégier pas que notre intérêt national, on adopte des lois qui disent tu dois descendre de temps. Donc moi je pense que la transition carbone, c'est pas à tout prix. Il y a un prix. C'est là qu'on tombe sur le prix du carbone. Et si la théorie économique nous dit, vous voyez, par exemple, l'électrification de la mobilité en Norvège, c'est l'équivalent ça vous met un coût d'abattement de la tonne de CO2 à 1 400 €. Les 1 400 € dépensés ailleurs, ça aurait été beaucoup plus efficace. C'est pas quand 5 millions de Norvégiens vont rouler en Tesla qu'on se portera mieux. Une dernière question, car nous atteignons... alors, vous n'avez pas de micro. Ça, c'est... Oui, allez-y. Ouais, quelqu'un vous apporte un micro. Attendez, quelqu'un vous apporte un micro, parce que comme c'est enregistré, encore une fois. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Thomas, je m'occupe du développement et des partenariats à la Maïf. J'ai assisté à 5 débats depuis hier, et à chaque fois, la question des entreprises qui ne penseraient qu'au profit revient. Donc j'avoue que ça m'inquiète, ça m'interpelle beaucoup, et j'en remercie des premières réponses qui ont été faites ici. La question du coup que j'ai à poser à ça, c'est comment on peut valoriser davantage, vous le disiez, les dirigeants, les dirigeantes d'entreprises qui se bougent. Moi, mon patron, il se bouge énormément. Alors, une entreprise qui n'est pas du tout cotée, on n'a pas d'actionnaire. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il manque une estrade à la parole des patrons et patronnes d'entreprises qui sont entreprises à mission ou pas, mais qui envoient en fait contre leur entreprise dans l'entreprise politique et la lutte contre le climat. J'observe depuis 2 jours ici qu'en fait, c'est pas connu des étudiants. C'est le sentiment que j'ai, et je trouve ça dommage parce que ça donne une mauvaise image de l'entreprise. Je suis d'accord que je trouve souvent les étudiants très, et à raison, très vocaux sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et alors, absolument pas concernés quand ils choisissent eux-mêmes l'entreprise où vont travailler. Ils ne regardent pas ça, ils disent « Ah non, mais de toute façon, ils sont tous pareils ». Ce qui est le meilleur moyen, finalement, de pas se poser la question. Et moi, j'ai des exemples, quand même, d'entreprises qui ne sont pas forcément hyper vertueuses. Et malgré tout, les étudiants savent très bien travailler chez eux. Donc, je pense qu'effectivement, il faut démoyenniser, il faut récompenser le comportement éthique. Aujourd'hui, alors, il y a à la fois
la médiatisation, la mise en avant. Je pense qu'il y a surtout en fait la notation, et il y a de plus en plus des outils de mesure, donc les outils SBTI, CDP, Carbon Disclosure Project, les méthodes ACT. Donc de plus en plus on va vers la notation de la performance sociale et environnementale des entreprises. On peut aussi effectivement avoir des outils de médiatisation, mais je pense que la notation un peu hard, basée sur des faits, sur de l'analyse, sur de la performance, est absolument essentielle. C'est une pierre angulaire de la transition. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui commencent à se positionner là-dessus. La plus grosse levée de fonds start-up française, c'était une entreprise de rating ESG. Donc on voit bien que c'est, en plus c'est leader mondial, donc ils sont français. Donc on voit bien que c'est en train d'arriver, et je pense que c'est absolument essentiel. What doesn't get measured doesn't get done. Et à la fin de la journée, les entreprises le feront parce qu'ils seront mesurés et que ça sera publié et que ça sera un outil d'avantage compétitif. Merci. Je crois qu'on est arrivé. Il est un peu plus de 16 heures. Normalement, on est à la fin du temps imparti. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vais refaire la pub de Nicolas. Donc Nicolas, en fait, parle à 16h30. Il est en train de mener un projet que je trouve remarquable, qui vise en fait qui est une série Netflix qui va montrer les effets du changement climatique auprès de un certain nombre de communautés dans le monde entier, en utilisant le parapente et des scientifiques, qui est un projet formidable qui, à mon avis, va tout à fait dans le sens de la conscience environnementale. Donc venez nombreux à 16h30 l'écouter. Sur la notation ESG, il y a une application là qui est en train d'être développée, c'est Nota Climat, apparemment un peu comme le Yuka des rapports ESG pour le grand public. Donc Nota Climat, apparemment c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.